Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo précédente. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir en ma compagnie Anthony Lezoyer-Gémiot, CSO, directeur de la stratégie et cofondateur de Swissborg. Je vais vous rappeler quelques chiffres. L'application a été lancée en 2018, il y a maintenant 7 ans. 800 000 utilisateurs, qu'on appelle également des Swissborgers, présents dans plus de 100 pays, plus de 250 collaborateurs. Swissborg se veut toujours stratégiquement positionné aux portes du Web.3. Aujourd'hui, une valorisation estimée à 500 millions de dollars, et on en parlera lors de cet échange. L'exchange smart par l'excellence, avec de nombreuses nouveautés parues depuis ses débuts et encore dans les mois et les années à venir. L'enjeu, accompagner une adoption massive dans l'écosystème du Web3. Chez Swissborg, on n'apprend pas à devenir libre financièrement, on le devient. Vos ressources, une application flayable, rapide, intuitive, une technologie made in Swissborg, plébiscitée et plus que jamais intégrée dans l'un des écosystèmes les plus utilisés aujourd'hui, Solana. Une vision claire, totalement assumée, construire et sans aucune mesure la finance du futur. Anthony, je suis heureux de t'avoir une nouvelle fois avec moi et avec l'ensemble de la communauté des rois. On s'était vu en décembre 2022. On s'était revu en décembre 2023. Aujourd'hui, rien ne va plus. Nous sommes en décembre 2024 et il semblerait bien que l'ensemble des planètes soient alignées. Mais avant d'en discuter avec toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu rapidement te présenter? Oui, avec grand plaisir. Bah, écoute, comme tu dis, c'est vrai que ça fait la troisième année maintenant. Donc, je pense que la consistance en crypto, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais ça paye. Donc, très content d'être là. Et puis, donc voilà, pour les gens qui me connaissent pas, j'ai cofondé Swissborg en 2017. Ça fait un petit moment maintenant. Et puis, voilà, donc depuis, beaucoup de crypto dans ma vie, entre autres. Et donc, tu as cette belle aventure Swissborg qui nous mène à différentes choses dont on va parler aujourd'hui. Excellent. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et sans plus attendre, nous allons plonger ensemble dans le monde fascinant de la blockchain, parler de la DeFi, parler des défis actuellement sur le marché crypto et bien sûr explorer les projets innovants de Swissborg comme les dernières grandes nouveautés. On citera ici le BorgPad. Mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots quelle est la mission fondamentale de Swissborg et qu'est-ce qui rend unique aujourd'hui Swissborg dans l'ensemble de l'écosystème Web3? Ouais, c'est une très bonne question. Nous, on a toujours été motivés par cette volonté de donner à n'importe qui l'opportunité d'investir, donc de prendre contrôle en fait de son destin, parce que quand les gens, enfin, bien évidemment, investir, c'est la formule la plus simple de voir l'investissement, c'est faire de l'argent avec l'argent. Mais je pense que quand on prend un peu de recul, c'est surtout l'outil moderne de collaboration le plus efficace qu'on ait. Puisque quand j'investis dans une société, qu'est-ce que ça facilite? Ben, ça facilite la création d'un futur auquel je collabore indirectement, même si je ne possède pas forcément les connaissances. Donc, si j'investis dans SpaceX de Elon Musk, très certainement, je vais collaborer à ma petite échelle. Enfin, je vais faciliter la création d'un futur où on va voyager dans l'espace. Et puis, si je fais autre chose, il y a autre chose qui va se passer pour l'humanité. Donc ça, c'était vraiment la motivation initiale. Quand on a commencé en 2017, c'était pas à pouvoir payer avec des euros ou des francs suisses ou des livres sterling et pouvoir acheter du Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. C'était quelque chose pas si facile que ça. Donc ça faisait partie des innovations. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, on a grandi la gamme des produits qu'on offre au sein de l'app. Donc on s'adresse en exclusive, enfin pas exclusivement, mais on va dire majoritairement à une communauté européenne. Donc nous, on est fiers d'être européens. Et donc le but, c'est de permettre aux gens de, en fait, la meilleure façon dont je résume ce qu'on fait, on va faire on est le grand facilitateur, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les expériences qui sont parfois complexes, puisqu'elles sont à un niveau protocolaire, toutes les expériences d'investissement qui sont créées en crypto, et puis il y en a une infinité, hein, c'est un univers qui grandit exponentiellement tous les jours. Et puis on essaie de les simplifier, de simplifier leur accès à travers une app, qui est donc une unique app que tu peux utiliser, qui te permet d'investir dans différents tokens, qui te permet d'avoir des opportunités donc, de rendement sur les tokens ou sur même du cash.
Et puis, récemment, on nous permet aussi d'investir dans le marché primaire comme un VC de frais. Et puis, on grandit toujours cette gamme d'expériences pour que une personne qui n'a pas envie de passer son temps sur Twitter et puis sur la blockchain puisse quand même avoir accès à ce qui se passe, à toute l'exponentialité de ces innovations de façon simplifiée. Donc, Excellent nous, on d'ailleurs. vend vraiment la convenience, quoi, voilà. Excellent. Tu parles de convection, tu parles d'augmentation, et on peut d'ailleurs introduire ça par rapport à une première question que j'aimerais te poser. On peut parler de Bitcoin, on peut parler d'Ethereum, on parlera bien sûr de Solana et puis les plus grandes cryptos aujourd'hui qui continuent rapidement, efficacement, avec beaucoup d'efficience et de persévérance à se développer et même de se renforcer à la fois technologiquement et fondamentalement. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que ces nouvelles alternatives technologiques renforcent leur rôle en tant que valeur refuge ou, au contraire, montrent peut-être d'ores et déjà leurs limites face aux défis du système actuel? Voilà, ça c'est c'est une vraie question. Je pense qu'il faut, effectivement, définir ce qu'est valeur refuge. Je pense que, pendant très longtemps, on a parlé de la scarcité. Donc c'est un élément qu'on retrouve chez Bitcoin. En revanche, c'est un élément qu'on retrouve pas forcément, dans une majorité d'autres cryptomonnaies, parce qu'on voit, la capacité qu'on a créée à générer de nouvelles cryptomonnaies a littéralement explosé, hein. Quand on a commencé en 2017, je pense qu'il y avait un token toutes les semaines avec une ICO et c'était déjà une grande célébration. Je pense que là, il y a un token toutes les secondes peut-être, puisqu'on voit que sur des plateformes, si on isole juste Solana, on regarde juste Solana, juste un écosystème qui s'appelle Pom.fan, je crois qu'au pic, on crée 60 000 tokens par jour, donc il y a 3600 secondes dans une heure. Donc voilà, je fais pas le calcul, mais on n'est pas loin d'un token par seconde. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce cycle qui nous laissent à se poser, qui nous poussent à nous poser la question, est-ce que même quand on parle de crypto-monnaie, on ne doit pas faire une reclassification parce que c'est un mot unique qui qualifie des choses qui sont intrinsèquement et fondamentalement différentes. Donc c'est une bonne question. J'ai du mal à répondre spontanément, mais je pense que il y a clairement, surtout sur ce cycle-là, il y a une vraie scission qui s'est créée entre différents types de crypto-monnaies. Et donc, pour être dans des valeurs refuges, c'est-à-dire des valeurs qu'on juge qui vont protéger, parce que je pense que c'est la meilleure définition, protéger notre patrimoine à long terme. Je pense qu'effectivement, on n'a pas, oui, il en reste quand même très peu. Enfin, il y en a très peu qui ont été créés jusqu'à présent et qui s'élèvent à ce statut-là. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Bitcoin prend son rôle de valeur refuge? Ou est-ce que toi, peut-être que tu penses que c'est encore une possibilité de cash-monnaie, donc d'échange transactionnel en termes de monnaie humain de l'humanité? Ou est-ce que t'inscris peut-être plus dans ma logique et dans celle que j'essaye de partager au sein de la communauté des rois, mais plus en tant que or 2.0? Non, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, c'est une valeur refuge. Ça fait partie je pense que maintenant, c'est plus réellement une question de savoir est-ce que Bitcoin va faire partie intégrante de nos vies. Euh, ouais, il y a plein de façons de l'aborder. On a vu comme il y a une hyper financiarisation qui s'est matérialisée spécialement cette année. Alors après, ça mène à des débats de savoir mais est-ce que Bitcoin est vraiment décentralisé ou pas. Mais néanmoins, voilà, c'est clair que son degré de pénétration et puis finalement, il y a une question aussi, comme souvent dans la vie, la valeur est définie par un consensus, donc par une perception commune que l'humanité a envers quelque chose. Et je pense que le travail de ces combien, 15 dernières années, maintenant, on s'est élevé au statut d'être perçu comme quelque chose qui arrive à un certain consensus, d'être comparé à de l'or. Et puis après, on arrive voilà, à d'autres considérations, maintenant avec l'IA, l'AI, l'intelligence artificielle, les agents, dire est-ce que finalement, c'est pas la monnaie euh, qui s'impose naturellement aux agents, ou au moins qui va être considérée comme l'or des agents, sachant qu'on va avoir de plus en plus de transactions entre robots. Et puis, on est dans des débats énergétiques immenses, notamment avec ces choses d'AI. Et finalement, le Bitcoin, c'est la monnaie qui est manufacturée par de l'énergie. Donc, il y a cette transition extrêmement
enfin, il y a cette connexion extrêmement directe à Arthur Hayes, qui a écrit sur ça, qui a fait un essai assez pertinent. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Et je ne parle pas de la volatilité. De toute façon, même si tu regardes l'or, ça a toujours été considéré comme une classe d'assets, une classe d'actifs plus volatile que la majorité. Donc on a encore je pense qu'on va encore vivre quand même beaucoup d'années avec une certaine volatilité, mais clairement, je fais partie de ton camp, Oh, hors 2.0. ok, merci de partager cette philosophie. D'ailleurs, vous êtes souvent perçu comme une passerelle entre le Web 2 et le Web 3. En tout cas, c'était un petit peu le discours très rassurant pour commencer à informer, à éduquer et à proposer une offre clé en main. C'était l'idée de Swissborg au début. Avec une carte bancaire, avec un virement bancaire, tu peux en quelques minutes acheter tes premières crypto-monnaies, accessibles à tous, intuitives et clairement destinées au plus grand nombre. Aujourd'hui, à quel point cette vision continue-t-elle à influencer vos décisions stratégiques qui peut peut-être réduire votre capacité à innover sans vouloir brusquer? Ma question est la suivante. N'est-il pas grand temps de sortir de cette zone de confort? Parfois, témoigné par vos utilisateurs, en somme, Swissborg, c'est incroyable. Ça marche super bien, c'est smart, c'est intuitif, le KYC en moins de 30 secondes, allez, 2 minutes sans exagérer, on peut acheter nos premières bitcoins et nos premiers crypto-monnaies et pourquoi pas investir dans un éventail de crypto-monnaies grâce aux thématiques. Mais en fin de compte, Anthony, quand j'ouvre mon application, j'ai peut-être un petit peu l'impression de retrouver l'application et la rigidité, peut-être la rigueur de mon application bancaire Fortunéo ou Société Générale. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à cette envie d'innovation, que ça brille, qu'il y ait des étoiles, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on crée un petit peu comme l'idée d'Apple, où chaque fois qu'on va sur son iPhone, ça crée une nouvelle expérience utilisateur? Est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça? Entre oui, les conditions de rigueur, d'obligation légale, de rigidité par rapport à tout ce qui a été construit et bâti jusqu'à maintenant, et ce grain de folie que peut-être, c'est une perception de ma part, me manque un petit peu pour dire waouh, Swissborg, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était ça. Aujourd'hui, c'est juste incroyable et j'ai du mal à le dire. Est-ce que tu peux éventuellement me répondre vis-à-vis de ça? Ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que euh, euh, si tu regardes comment voilà, la géométrie qui s'opère au niveau des sociétés crypto, donc ce qui est fantastique en crypto quand tu oublies voilà, les Swissborg ou les applications, c'est que finalement, la capacité aux entrepreneurs et aux gens d'innover, donc d'essayer des choses, elle est extrêmement grande. Donc ça crée du bien et du moins bien. Mais néanmoins, si on oublie ce qu'on appelle les scams ou les gens qui ont des mauvaises intentions, de toute façon, je pense que ça existe dans n'importe quel domaine dans la vie, cette capacité d'innover librement, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Donc ça, c'est ce qui se passe voilà, un peu au noyau de la crypto. Donc si tu descends un peu, euh, si tu explores l'écosystème, tu vois que voilà, ce degré de créativité, je pense il est omniprésent depuis des années et il continue euh, d'exister. Parallèlement à ça, bah, c'est vrai que tu as des applications, ne serait-ce que Binance ou même nous, d'une certaine façon, qui ont quand même grandi et donc qui sont venus. Et puis, parallèlement à ça, bah, le Bitcoin a maintenant son ETF, Ethereum a son ETF, certainement Solana va avoir son ETF prochainement. Donc, tu as une espèce de professionnalisme slash finance traditionnelle qui s'est invité dans le monde des crypto-monnaies. Et très certainement, les crypto-monnaies vont être quelque chose qui vont s'élever au rang d'action et on va retrouver ça, on le voit en fait déjà, hein, mixé avec de la finance traditionnelle. Et donc ça amène son lot de régulation, son lot de sérieux. Et donc du coup, l'innovation, quand tu tombes dans cette catégorie dont on fait partie, qui veut continuer de communiquer, parce que tu l'as rappelé, on est une passerelle entre le monde traditionnel et le monde de la crypto. Donc on travaille aussi avec des banques, puisque c'est le monde traditionnel, et puis ça amène en crypto. Donc, si on veut continuer à travailler avec ces banques, si on veut continuer à travailler avec le monde traditionnel, il y a des exigences régulatoires et de compliance, etc. Elles continuent de grandir. Donc, ça, effectivement, ça cape en fait la capacité à innover au sein de notre application. Donc, maintenant, les grandes réflexions qu'on mène chez Swissborg, c'est de dire, OK, on a l'application. Finalement, l'application, c'est le cœur de notre écosystème, un peu comme si tu prends Google avec son
research engine, son moteur de recherche. Mais maintenant, il faut qu'on innove autour de. Donc ça, c'est ce qui existe, mais ça ne nous définit pas forcément. On a d'autres envies, on a un écosystème, on a des valeurs, et donc maintenant, on peut les passeporter dans d'autres écosystèmes, et puis grandir et continuer à innover en fait sur ces écosystèmes et créer une espèce de finalement de journée. Donc comment je peux dire ça en français? Voilà, une expérience qui évolue aussi en fonction des besoins des utilisateurs. Donc bien sûr, aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Donc, le wow effect de l'app, elle est forcément, elle est descendue avec le temps. Et donc, nous, on va accompagner la, la maturité de nos utilisateurs à travers des expériences qui vont se matérialiser au-delà de l'app, donc par notre écosystème. Donc, on en est là aujourd'hui, c'est comment on peut continuer à innover dans un écosystème Swissborg sans nécessairement passer dans l'app, parce que de toute façon, si on essaie toujours de faire en sorte que l'app conserve le niveau d'innovation, c'est pas cohérent avec ce qui se passe dans le monde anyway. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, ça a mené à des initiatives comme Xborg qui fait du gaming, aujourd'hui Borgpad. Donc, toutes ces initiatives, elles sont indépendantes, puisque c'est aussi la beauté de la crypto. C'est-à-dire que tu peux définir, comme par exemple Ethereum a défini en fait une philosophie qui s'est accompagnée aussi d'une certaine architecture technique, et puis à laisser des gens construire sur cet écosystème, Aave, MakerDAO, enfin tous ces gens-là pour continuer en fait la mission, continuer à perpétuer finalement le message. Sur Bitcoin, d'une certaine façon, tu as des ordinals et ces choses comme ça. Donc, ça crée un premier pan d'innovation, et puis ça a laissé d'autres personnes continuer à itérer sur ce premier, ces fondations. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, pour répondre à ta question. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Enfin, c'est très bien compris, et surtout par rapport à mon expérimentation vis-à-vis de ma longévité sur ces marchés-là. Et tu as raison de dire quelque chose, c'est on se met difficilement à la place d'une personne qui vient d'arriver sur les crypto-monnaies et qui découvre l'application Swissborg. Et c'est vrai qu'à quel point elle est quand même intuitive, smart et assez facile d'accès. La preuve en est, j'ai un des membres érudits qui s'est inscrit sur Swissborg très récemment et qui nous a donné un retour extrêmement positif par rapport à cette facilité de KYC et de pouvoir en fait en quelques instants commencer à obtenir ses premières crypto-monnaies. Donc merci pour tous ces éclaircissements. Tu parlais d'initiative, eh bien parlons-en. Parlons maintenant du BorgPad. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, peux-tu expliquer ce qu'est le BorgPad et comment il pourrait révolutionner le lancement de nouveaux projets dans l'écosystème crypto simplement? Très bonne question. Donc, euh, encore une fois, c'est important de préciser que voilà, on veut conserver en fait le Swissborg en tant qu'application. Donc, nous, on doit continuer à se concentrer en tant que compagnie sur cette application-là. Et puis, on veut permettre en fait à des innovations. Donc, bien évidemment, on est activement impliqué. Moi, je suis activement impliqué dans Warpad pour les aiguiller. Mais on veut laisser l'opportunité à d'autres entrepreneurs de créer des écosystèmes qui permettent en fait d'innover sur ce qu'on voit dans l'écosystème qui a une certaine faiblesse, quoi, d'une certaine façon. Donc, si tu regardes, alors, bien évidemment, quand tu ne suis pas l'épisode de tout ce qui se passe en crypto, ce n'est pas forcément facile à expliquer, mais je vais essayer de le simplifier au maximum. Ce qu'on a vu, en fait, c'est en 2017, quand on a créé Swissborg et qu'on avait tout le mouvement des ICO, il y avait une certaine volonté de pouvoir donner rapidement l'opportunité à des communautés de pouvoir investir dans un projet. Donc, juste pour quelque part donner un référentiel pour les gens qui n'ont pas suivi ça. Quand Ethereum a fait son ICO, donc on a donné la capacité à une communauté d'investir, ils ont fait ça, ils ont distribué 80% de leur supply, donc il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça, 80% de la totalité de leurs tokens. Ils ont fait ça sur une valorisation à 25 millions. Donc voilà, je te laisse faire les multiples. Je crois que c'est vendu autour des 30 centimes de dollars. Et puis ils ont gardé 20% pour pouvoir développer l'écosystème. Donc, ce qui était génial à ce moment-là, bien évidemment, il y avait beaucoup de risques, il y avait beaucoup d'hypothèses qui étaient faites. On voit, on est encore, voilà, Ethereum est loin d'avoir bouclé sa roadmap, mais néanmoins, a donné l'opportunité à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, quand on regarde maintenant, c'était en 2014, donc ça fait 10 ans, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la crypto a complètement fait un peu volte-face
Et finalement, quand toi, tu es un tout venant, d'une certaine façon, quand on te donne l'opportunité d'investir, que ce soit sur Binance ou des grandes places d'échange, les valorisations sur des projets qui sont beaucoup moins de qualité qu'Ethereum vont être à 1 milliard, 2 milliards. Donc, on parle de 100 fois, 50 fois, 200 fois la valeur d'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que la chaîne d'intermédiaire qui s'est interposée dans la chaîne de valeur qui consiste à créer un projet puis donner l'opportunité à des individus d'investir de ce projet, ben, elle a grandi à un point qui est devenu en fait détrimental pour tout le monde, aussi bien pour les écosystèmes, parce que finalement, tu n'arrives à jamais fédérer de communauté, puisque tu crées jamais cet attachement des investisseurs sur ton projet, puisque tu leur proposes déjà des projets qui sont extrêmement valorisés à des valorisations qui sont pas, qui donnent très peu d'incentives pour les gens à investir à long terme. Donc, tu te retrouves qu'avec des traders qu'on a, voilà, pour parler crûment, rien à foutre de ton projet, qui veulent juste essayer de spéculer sur ton graphique. Et en même temps, bah, voilà, tu donnes, tu désintéresses en fait tout le monde. Donc, l'idée de Borkpad, c'était de dire comment on peut donner non seulement à la communauté l'opportunité d'investir beaucoup plus tôt dans la vie d'un projet, mais aussi aux entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils se retrouvent un peu, donc les entrepreneurs de Web3 se retrouvent en fait sans opportunité, donc ils sont obligés de se conformer à cette chaîne d'intermédiaires qui finalement les voit comme un nombre et vont faire et vont avoir des pratiques complètement en fait détrimentales pour le projet, puisqu'ils vont les facturer 30-50% de leur trésorerie, donc 1 million de dollars pour aller sur un échange qui va t'apporter que des traders et pas de communauté. Donc, on a cette rupture de chaîne de valeur où, en fait, si tu regardes tous les projets qui ne sont pas backés par des VC pour des millions et des millions et des millions, en fait, on a tous ces entrepreneurs au milieu, dont on faisait partie avec Swissborg. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même réussi à délivrer un produit qui a de la valeur pour l'écosystème. Mais aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible parce que, en fait, ces entrepreneurs qui sont au milieu et qui n'ont pas ce énorme backing, bah, ils se retrouvent compressés par une liste d'intermédiaires qui capturent toute leur valeur et qui, en fait, mettent énormément de pression sur la réussite de leur projet. Donc en fait, on se retrouve dans un monde crypto qui est assez aseptisé et qui explique aussi pour moi partiellement le succès des meme coins, puisque les meme coins n'ont pas eu à subir cette chose-là, parce que finalement, quand tu as un meme coin, tu n'as pas de roadmap, hors ta distribution auprès de la communauté. Donc, tu n'as pas besoin voilà, d'être trop maqué avec des centralized exchanges. Donc, l'idée de Borkpad, pour résumer, c'est offrir à la fois l'opportunité à une communauté d'investir beaucoup plus tôt dans la vie d'un projet et des entrepreneurs de trouver des sources de financement et de listing de leurs tokens. Donc, les accompagner dans créer un token listing qui est successful et qui n'est pas invasif pour ta trésorerie. Donc, c'est de là est née l'idée. Et puis voilà, donc là, on commence. Ça fait quelques mois qu'on a lancé. On a fait notre premier projet hier, qui est un meme coin pour le coup, mais c'était plus un test. Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent frapper à notre porte et qui veulent en savoir plus parce qu'ils en ont un peu marre en fait de qu'est-ce qui se passe sur les échanges centralisés. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire pour que l'écosystème évolue dans une pérennité plus importante dans le futur. Ok, donc vous avez fait un meme coin qui est à la genèse de l'écosystème Swissborg et de l'entreprise Swissborg, finalement. Et première question. Deuxième question, comment en fait le Borg, le token natif historique de Swissborg, va s'intégrer? Est-ce qu'il y aura suffisamment de contraintes vis-à-vis de Borgpad pour pouvoir continuer à avoir une utilité autour du Borg? Parce qu'il est vrai que ça vous a souvent été reproché par rapport à l'utilité de Borg au-delà du fait qu'on pouvait avoir des rendements supérieurs, et cetera. Est-ce que ça, c'est déjà, explicite? Est-ce que c'est déjà bien expliqué? Est-ce que tu peux nous donner un mot là-dessus? Donc 2 questions en une. Un, c'est quoi ce meme coin de Swissborg? Et 2, est-ce que le Borg de Swissborg, le token natif, est suffisamment contraignant pour, pouvoir être utilisé, avoir plus utilisé à travers le nouveau service de Borgpad? Ouais. Alors, c'est pas notre même coin, donc c'est tout l'enjeu de Borkpad, c'est donner l'opportunité à des entrepreneurs donc de créer leur propre projet et de les accompagner avec donc le technologie qu'on a développé, donc à la fois notre multimixeur qui permet de lister des tokens qui sont dans aucun échange et qui sont directement listés dans des places de marché décentralisés, donc des DEX.
et les accompagner en les listant dans l'app pour qu'ils puissent atteindre une certaine communauté. Donc, l'histoire de Borghi, donc le Memcoin, c'est une communauté de gens qui sont dans l'écosystème Swissborg depuis voilà, des années, qui sont fans de Swissborg, qui ont investi beaucoup de leur temps, de leur énergie dans la réussite de l'écosystème, qui ont eu l'idée de créer ce Borghi, qui est à la base une idée de Cyrus, donc le fondateur, mais bon, qui faisait ça voilà, comme un mème, quoi, quelque chose de marrant, et qui ont décidé de mener ce projet de leur propre chef. Donc, on a décidé de l'incuber dans BorgPad, puisque pour nous, ça faisait du sens de faire ça comme un. Déjà, c'était une façon pour nous de tester la technologie de BorgPad et de voir comment euh, l'étape de lancement du projet et puis listing dans l'app pourrait s'effectuer. Et c'est aussi voilà, un espèce de use case, donc désolé, je perds mes mots en français, mais voilà, un test qui nous permet aussi pour d'autres projets de montrer comment ça se passe, donc de rendre le concept de BorgPad tangible. Donc c'est important voilà, de bien voir il y a un attachement de Borghi par rapport à Swissborg, mais c'est un attachement plus émotionnel que on n'est pas, les teams ne sont pas confondus. Donc c'est des teams indépendants. Donc ça, c'est important. Ensuite, en ce qui concerne l'utilité du Borg, je pense que les utilités, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est un réflexe que collectivement, on a tous pris au fur et à mesure des années de toujours penser qu'un token est valorisé par rapport à ses utilités. Mais je pense qu'en fait, un token, il est grandement valorisé par rapport à quel point ce token, il a pénétré différents écosystèmes. Ce qui est intéressant, par exemple, si tu regardes Solana, Solana, c'est quand même un écosystème qui, pour faire fonctionner son infrastructure, est relativement inflationniste. Donc, la majorité des validateurs, tu dois le savoir, sont pas rentables. Donc, il y a quand même une émission de tokens qui va compenser donc l'activité de ces validateurs pour pouvoir en faire en sorte que le business soit rentable. Ce qui est intéressant que tu as vu cette année, c'est avec la création de cette plateforme, cette unique plateforme qui s'appelle Pump.fun, donc il y a un launcher de Memcoin, ils ont créé énormément de Memcoin. Ils sont servis de Solana en tant que base pour leur liquidity providing. Ça a rendu Solana déflationniste. Donc rien que l'activité d'une seule plateforme a permis d'inverser en fait cette tendance et de rendre Solana déflationniste. Bon, c'est un post que j'ai vu, j'ai pas creusé toutes les datas. Donc, je sais pas si c'est 100% déflationniste, mais du moins, ça a créé énormément de burning pour Solana. Donc, nous, notre grande conclusion, c'est qu'en fait, le plus important pour Borg aujourd'hui, il y a un degré d'adoption dans l'app qui est continuel. Il y a des gens qui l'utilisent parce que ça donne certains bénéfices dans l'app. Mais pour que le Borg puisse aller à la prochaine étape, il faut absolument qu'il puisse pénétrer des écosystèmes qui sont au-delà de l'app, notamment on-chain. Et donc, une des grandes missions de BorgPad, c'est donc de placer le Borg token comme une paire de liquidités pour les nouveaux tokens qui se lancent et donc, de facto, permettre une adoption du Borg token qui est beaucoup plus grande. Depuis qu'on a versé BorgPad, on avait 300 ou 400 holders sur Solana de Borg et depuis maintenant, on flirte avec la barre des 2000. Donc, voilà, si on grandit, mais ça n'a rien à voir avec les grands écosystèmes. Je crois que Jupiter est sur quelque chose comme 200 000 holders ou des choses absolument grandes. Donc, on est très loin de ces chiffres encore. Mais néanmoins, voilà, c'est vers là qu'on se dirige. Merci beaucoup. Ça permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus large pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Swissborg et pour ceux qui sont dans Swissborg et holder Swissborg depuis des années, puisque vous êtes partenaire de la communauté depuis maintenant 3 ans, voire un tout petit peu plus maintenant. Vous étiez au début, à la genèse, à la fois de la communauté des rois et on est très heureux de vous avoir découvert à ce moment-là, via votre propre communauté et déjà à l'époque, une des communautés les plus soudées de l'écosystème francophone et européen. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de revenir en arrière, en parlant de communautés qui vous font et vous ont fait confiance, j'aimerais qu'on revienne sur une question qui revient très souvent dans les commentaires lorsque j'aborde Swissborg. Il y a 2 ans, jour pour jour, Swissborg a lancé une initiative, la série A, qui a permis d'investir dans le capital social directement de l'entreprise. Quel message, aujourd'hui, tu souhaiterais témoigner aux investisseurs qui font partie ou non de la communauté des rois, hein, et pourquoi cette levée a été différente des investissements crypto dans un token? Comment, un petit peu finalement comme le Borg et Solana, tu en parlais tout à l'heure, finalement ça, on n'investit pas directement dans l'entreprise, on investit dans l'actif ou un bout d'actif de l'entreprise. Maintenant qu'on y est, que peux-tu nous dire de la suite de cette aventure
entrepreneuriale cette fois-ci. Mais Anthony, juste avant de répondre, j'avais une petite surprise pour vous. Regardez. If you want to take part in the next 5 years, hop on. Il y a 5 ans, ils ont fait un rêve. La vérité est que tout ceci ne fait que commencer. Putain, vous êtes qui, vous? Nick Fury. Je viens vous parler du projet Initiative. Ah. J'espère que cette petite animation vous a plu. Anthony, c'est à toi. Bon, tout d'abord, je veux remercier donc la communauté qui nous a soutenus, puisque c'est vrai que c'était un certain record. Donc, on a fait cette série avec plus de 18 000 utilisateurs. Donc ça, investisseurs. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Comment ça se distingue du Borg Token? Donc, effectivement, le Borg Token, c'est notre jeton utilitaire au sein de l'app. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qui sont associés au Borg Token, mais c'est vrai que ça ne donne pas des droits dans le capital de la société. En revanche, les gens qui ont investi dans la série A sont des gens donc, qui bénéficient directement du capital. Donc, si un jour on est racheté, on va en bourse, ou, potentiellement on rachète nos propres shares, c'est ces gens-là qui percevront donc le bénéfice de ça. Donc, pourquoi on a fait ça? Bon, tout d'abord, c'est parce qu'on croit à 100% à ce qu'on est en train de faire. On pense que le potentiel, et je pense qu'on le voit tous les jours, continue d'être extrêmement grand pour des sociétés, surtout en Europe, hein, finalement, il ne reste plus grand monde. Donc, on pense qu'on a énormément encore à donner pour faire fructifier tous les beaux investissements qu'on a fait dans le passé au niveau de la boîte. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est vrai que même si l'écosystème crypto il évolue à grande vitesse, il y a certaines personnes finalement qui se sentent beaucoup plus à l'aise d'investir dans des actions, dans des choses qu'ils connaissent, que de la crypto. Et c'est vrai que ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'on a certaines personnes qui ont découvert la Swissborg app à travers l'investissement dans la série A et qui maintenant sont mis au crypto. Donc c'était aussi une façon pour nous de parler le langage traditionnel, puisque tu l'as rappelé. On est vraiment au bridge du Web 3 et du Web 2 pour pouvoir éventuellement montrer aux gens que c'est des écosystèmes qui sont en symbiose et qui, in fine, en fait, vont réussir à merger. Voilà. Et après, il y a un ensemble de choses aussi qu'on fait au sein de la boîte en termes de régulation pour pouvoir amener de plus en plus des actifs traditionnels au sein de l'app. Donc voilà, on n'a pas perdu l'objectif d'un jour donner de la liquidité secondaire au niveau de la série A, mais c'est pas encore pour tout de suite. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. D'ailleurs, un tout petit clin d'œil, parce que nous avons eu les chiffres, puisque ces chiffres, je vous les avais témoignés il y a quelques années en arrière, en tout cas toutes celles et ceux qui avaient participé à cette série A. Et aujourd'hui, la communauté des rois représente un petit peu moins de 1% du montant levé aujourd'hui au sein de Swissborg. Et j'espère que cet investissement nous reviendra fructueux. Swissborg ne cesse d'innover. On en vient d'en parler. BorgPad, Web3 Wallet, Index via Solana, des alpha deals, des thématiques. Et il y en a de plus en plus des nouvelles thématiques, notamment la dernière en date, me semble-t-il, les mêmes coins. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, comment le BorgPad ne pouvait pas être lancé avec un Mapecoin aujourd'hui, le narratif le plus performant depuis ce début d'année 2024 et qui finira très probablement avec le narratif le plus performant de l'année 2024. Anthony, quels sont les grands projets à venir sur lesquels vous travaillez actuellement? Peut-être dans l'ombre, nous donner quelques petites pépites, quelque chose un petit peu croustillant qui pourrait transformer profondément l'expérience utilisateur ou d'investissement, de quête de liberté financière de vos Swiss Burgers dans les 6 à 12 mois. Tu veux que je me fasse engueuler encore, parce qu'à chaque fois que je vais sur des lives, on me dit ouais, tu en dévoiles trop, mais c'est pas grave. Je vais essayer de dévoiler sans me faire trop
sans que personne m'en veuille au sein de la boîte. Parce que c'est vrai qu'on veut toujours garder un peu l'effet de surprise. Mais euh, le grand chantier dans lequel on s'est lancé récemment, c'est vraiment grandir exponentiellement notre catalogue de tokens. C'est vrai que jusqu'à présent, l'approche qu'on avait, c'était une approche où on sélectionnait les tokens, on y allait pas à pas. Et c'est vrai que là, avec les derniers investissements technologiques qu'on a fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le MEX, donc cette caisse de technologie qui est à la fois connectée à des échanges comme Binance, Kraken, Bitfinex et d'autres, mais aussi aux échanges décentralisés. Euh, Ce qu'on s'est dit, c'est vrai que ça nous donne une opportunité unique d'être la première plateforme de donner à chaque fois qu'un token est créé donc en crypto, de donner très rapidement l'opportunité aux gens de pouvoir investir. Donc on veut grandir vraiment notre catalogue. L'objectif, c'est d'avoir plus de 1000 tokens qui sont disponibles. Maintenant, ça vient avec certains challenges qui est, si j'ai 1000 tokens sur l'app que je commence, sur lequel je dois investir, comment en fait je navigue euh, cette exponentialité de tokens qui viennent. Et puis c'est vrai que plus on va grandir nos tokens, plus ce qu'on va aussi faire face comme réalité, c'est des tokens qui montent et qui redescendent et qui remonteront plus jamais. Donc il faut aussi on ait la capacité de recycler ce catalogue et de permettre en fait à nos utilisateurs de garder une bonne balance. Donc la grande innovation qui est la plus importante à mon sens et dans laquelle je commence à travailler au sein de la boîte, c'est vraiment apporter un level euh, de tri, en fait, de curation, et donc apporter comment en fait on va rationaliser cette augmentation du catalogue pour donner quand même l'opportunité aux gens de naviguer. Simplement, qu'est-ce qui se passe et de comprendre qu'est-ce qui se passe et devenir de facto un peu la plateforme où tu vas pouvoir découvrir des opportunités, où tu vas être excité tous les jours d'ouvrir l'app, non seulement pour regarder potentiellement la valeur de ton portefeuille, mais aussi pour découvrir des opportunités de façon simple et que tu puisses les comprendre sans rentrer dans toute la complexité qu'encore une fois, on voit en crypto, que ce soit sur Twitter ou sur Telegram, ou voilà, toutes ces places qui sont un peu plus des places d'initiés. Donc la grande idée, c'est de créer ce qu'on appelle des clubs. C'est-à-dire qu'en fait, de ramener des gens potentiellement comme toi, qui ont une communauté, parce que je pars du principe que si je regarde par exemple au niveau de mes amis, j'ai plusieurs amis. J'ai par exemple notre CTO Nicolas. Donc je sais quand Nicolas me recommande un token, s'il me recommande par exemple la même coin, je vais lui dire qui c'est qui te l'a recommandé, parce que je sais qu'il ne me regarde pas trop. Et donc du coup, en fonction de qui lui a recommandé, je vais acheter ou pas, par exemple. Mais par contre, s'il me recommande un L1, un L2, il me dit ça c'est that's top, that's good, c'est une technologie de futur, là je vais me dire tiens, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je regarde avec grande attention. Et j'ai d'autres amis, par exemple, qui vont être dans le gaming, comme par exemple Louis. Et donc là, de facto, comme je sais qu'il est dans le gaming, je vais prendre ses recommandations beaucoup plus sérieusement que s'il me recommande, par exemple, la technologie L1 ou L2. Et donc ça, c'est super intéressant. Je pense que les gens, par exemple, qui te suivent, comme tu dis, ça fait des années que tu regardes le Bitcoin. Et donc, du coup, ils vont être très attentifs à tes recommandations. Par contre, potentiellement, si tu recommandes la même coin, ils vont y donner moins d'importance que si c'est un Mourad ou quelqu'un d'autre. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment ça sur lequel on doit travailler, c'est comment on ramène cette sensibilité au sein de l'app, que je puisse suivre des gens, des écosystèmes, des ambassadeurs qui vont me donner, en fait, qui vont me permettre de rationaliser ce catalogue en fonction de qui ils sont. Parce que ça me permet, j'ai pas besoin de comprendre tout dans la vie, mais par contre, je peux ajuster ma sensibilité en fonction de la perception que j'ai des personnes, et en fonction de ça, potentiellement, ça va permettre de transformer mon expérience d'investissement dans quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais C'est très très bien expliqué. Merci beaucoup pour ces longues précisions. Il a tout à fait raison. La plupart du temps, les personnes qui souhaitent mettre un premier pied ou investir dans une crypto-monnaie, quel que soit leur niveau d'expérience dans cet écosystème. Et il y avait d'ailleurs une étude qui était passée sur un échangeur singapourien où il expliquait que les personnes qui investissaient dans un token, en dehors des grandes crypto-monnaies ou du top 10 des plus capitalisés, passaient moins de 10 minutes dans 90% du temps avant d'acheter une crypto-monnaie. 90% du temps, moins de 10 minutes de recherche fondamentale par rapport au token. La raison, et elle est très simple, c'est lorsque vous entendez quelqu'un que vous respectez, quelqu'un qui a une influence, quelqu'un que vous, auquel ou auprès duquel vous apprenez,
eh ben, on a tendance à en biaiser l'intégralité des recherches fondamentales, quoi qu'on peut en dire. Et effectivement, c'est toujours la même chose. Et je tente en fait au moins cela, de témoigner à l'ensemble de la communauté des rois. Vous pouvez me suivre, bien évidemment, et je vous donne avec grand plaisir l'intégralité de mes crypto-pépites les plus exotives préférées. Et je peux d'ailleurs en citer deux ici avec vous, Atom Cosmos, de par sa philosophie du tout décentralisé, nativement compris comme un écosystème universel, ou encore le Basic Attention Token. On est encore en train de travailler actuellement avec Anthony sur Brave. Et le token natif, c'est le Basic Attention Token qui permet de redistribuer une forme de trilemme vis-à-vis des viewers, des influenceurs ou des producteurs ou des créateurs de contenu et également les opérateurs ou les fournisseurs de ces différentes plateformes. Et c'est pas pour ça que ça va faire des coefficients multiplicateurs de x10 ou x100 ou même x1000. Mais encore une fois, je me dis au fond que, un, j'utilise l'écosystème. Je suis d'ailleurs validateur à travers différents délégateurs de cet écosystème. Et je sais qu'au fond, c'est comme ça que je veux voir la blockchain de demain. Et il est vrai que ça ne suffit pas forcément pour voir un actif ou non s'apprécier. C'est la raison pour laquelle je dis et je redis, si vous voulez investir dans n'importe quel projet cryptographique, veillez à peut-être aujourd'hui ou demain l'utiliser. En parlant d'ailleurs de communauté, ça me donne une transition formidable, Anthony, et merci d'ailleurs pour ça. Swissborg repose sur une communauté extrêmement forte et engagée. On peut le voir sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux et même au travers de la communauté des rois. On pourrait même oser dire que la communauté Swissborg est la plus engagée de l'écosystème francomonde, où d'ailleurs de nombreux de vos utilisateurs y sont représentés. Vous êtes très représentés en France. Comment collaborez-vous avec votre communauté? Comment vous collaborez pour construire des produits, vos produits, et prendre des décisions stratégiques, notamment avec les gardiens dont je fais partie, ou encore la perception de l'un ou vos plus fidèles contributeurs? J'ai nommé Julienas de la chaîne Swissborg Mania, qui aujourd'hui fait maintenant partie intégrante des décisions stratégiques vis-à-vis de Swissborg. Est-ce que tu peux m'en dire plus dans cet aspect-là? Ouais, c'est vrai que je pense que la gouvernance, ça fait partie vraiment euh, voilà, de l'idéologie de la crypto depuis le départ. Donc c'est quelque chose qui est pas évident, hein. Je pense qu'on le voit même dans le monde. On voit l'opposition entre les démocraties et les dictatures. Et c'est pas facile de savoir qui gagne. Je pense que le plus difficile d'une démocratie est comment dire, de créer des décisions qui dépendent d'un collectif, c'est gérer la symétrie d'information. C'est-à-dire que si tu as une population qui est, je parle de l'Europe, hein, parce que je pense que c'est important qu'on préserve l'Europe, mais néanmoins, si tu as une population dont le niveau d'éducation descend, finalement, la capacité à cette démocratie à prendre des décisions descend de facto, quoi. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut toujours factoriser, c'est comment on prend l'avis de la communauté. Le, le, le- le- la chose qui est complexe à résoudre, c'est que euh, parfois, pour optimiser, en fait, des fois, ce que je dis, c'est la forme la plus évoluée d'individualité, c'est le collectif. Parce que si le collectif prospère, généralement, l'individu prospère. Mais ça se matérialise à long terme. Donc, euh, même si des fois tu es bien intentionné, tu vas prendre inconsciemment des décisions qui vont être très axées sur le court terme et donc qui vont pas proliférer à long terme. Et pour ça, il faut être impliqué au jour le jour. Donc, c'est vrai qu'on a des référendums, on a donc Julie Nas, comme tu dis, qui est un membre très impliqué, mais il y a quand même une certaine asymétrie d'information entre un membre de la team qui travaille au quotidien et lui, parce qu'il est exposé pas au même level d'information. Donc, il est au board, il représente donc la communauté au sein du board de la boîte. Swissborg. Donc, je pense pas qu'on est arrivé encore on a la volonté. Est-ce qu'on est arrivé à créer quelque chose qui est extrêmement significatif? Je ne suis pas convaincu. En revanche, voilà, on doit continuer d'essayer. Je pense que des initiatives voilà, comme Borghi, comme le Borgpad, moi, c'est des choses qui me parlent plus parce que je pense pas que l'app, en fait, il y a trop d'asymétrie d'information entre la communauté et l'app pour prendre des décisions extrêmement pertinentes au sein de l'app. Je pense que c'est toujours relativement important qu'on demande à la communauté, comme quand on a décidé donc de plus avoir de market maker sur les places d'échange centralisées pour le Borg
et donc de facto de compter 100% sur la liquidité décentralisée. Je pense que c'est quand même des choix assez fondamentaux. Maintenant, comme on l'a vu, il faut qu'on les explique, puisqu'on avait lancé le référendum avant d'expliquer, tout le monde était contre, puis après, moi et Cyrus, on a expliqué, et tout le monde était pour. Donc, il y a cette, comme on a parlé pour les clubs avant, il y a cette besoin de la communauté de comprendre et puis de suivre des leaders. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours à cœur. Voilà, c'est pas parfait, mais ça fait partie de ce sur quoi on doit évoluer. Et je pense que la prochaine étape, c'est de matérialiser ça. Comme il y a un concept dans la votation qui s'appelle la futarchie. Je ne sais pas si tu es familier avec ce concept, mais c'est le concept de dire quand je vote, par exemple, si je vote qu'un projet devrait être sur la plateforme, en fait, mon vote doit se faire dans une certaine monnaie qui peut être le Borg token. Et si le projet est vraiment listé, en fait, ce vote va se transformer en un investissement parce que le vote doit être euh, euh, en fait, doit avoir un enjeu monétaire ou un enjeu qui me pénalise ou qui me valorise en fonction de quelle va être la décision finale. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à travailler autour de ça, c'est sujet passionnant et c'est vrai que je ne sais pas si on est conscient avec le temps nécessaire, mais moi personnellement, euh, pour moi, la prochaine étape, c'est permettre aux gens de la communauté de créer des projets, d'être impliqués dans qu'est-ce qui crée l'écosystème autour de l'app, parce que, encore une fois, on oublie, mais Swissborg doit être plus que son app en tant qu'écosystème. Excellent. Tu parlais juste avant, je pense, de collatéralisation par rapport au Borg vis-à-vis d'un investissement prochain, par rapport à une décision, à un vote. Et d'ailleurs, je rappelle également que Julien As de la chaîne Swissborgmania propose, à travers sa descriptif, de rencontrer des Swissborgers de la communauté partout en France. Donc il y a des événements qui sont organisés et vous pouvez être, comme moi, je peux être à l'initiative d'un événement qu'on pourrait organiser à l'image de Swissborg avec des contenus, avec une thématique. Donc si ça vous intéresse de rencontrer des personnes aujourd'hui, si vous vous sentez isolé dans ce monde des crypto-monnaies que vous venez peut-être d'ores et déjà de découvrir, ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description. Une question fondamentale qui, chaque année, est le côté un peu épineux de nos investissements, notamment crypto-monnaies, la régulation. La régulation dans la crypto se durcit partout dans le monde et surtout en Europe. La France n'échappant pas à la règle. Bien au contraire, en chassant même ni plus ni moins les acteurs mondiaux ne souhaitant pas ou ne pouvant tout simplement pas s'enregistrer. On ne parlera pas forcément ici des contrats dérivés ou des perpétuels futurs. Ici, Swissborg, tous les agréments et les enregistrements, en tout cas possibles, imaginables, notamment sur le sol français et en Europe. En tout cas, vous militez et vous travaillez extrêmement dur dans ce sens pour être compliant au niveau de l'Europe. Comment naviguez-vous dans cet environnement? Est-ce que cela ne vous freine pas dans votre développement et vous pousse pas à faire des choix parfois contraires aux attentes de votre communauté? Mais à contrario, totalement en règle avec les exigences réglementaires, notamment vis-à-vis des MiCA ou de l'AMF. La question est en fait extrêmement simple. Si aujourd'hui je prends l'exemple des plus gros échangeurs de la planète, comme Binance, comme BitGet, qui a explosé littéralement sur les 4 dernières années, comme Bybit également, qui proposent ces contrats à terme et qui sont, peu aujourd'hui peuvent l'imaginer, à des niveaux de rentabilité que les plus grandes fintechs de la planète osent espérer. C'est du délire total. Et aujourd'hui, on se rend compte que des échangeurs, des acteurs comme Swissborg, en fait, ne sont pas en fait de la partie et ne peuvent pas manger une partie de ce gâteau-là qui aujourd'hui finalement est considéré comme le plus lucratif. Est-ce que tu peux me parler de ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce que fait Swissborg et le pari que prend Swissborg au niveau de ces super régulations, notamment européennes, paiera dans les 5 ou 10 prochaines années et que finalement, peut-être comme tu peux le penser vis-à-vis, enfin comment moi je le pense, peut-être que tu vas partager cette idée-là, ces gros échangeurs-là n'ont finalement pas d'avenir dans un monde régulé. En fait, ouais, il y a pas mal de questions. Donc, déjà, je pense que c'est important le rôle d'un entrepreneur aussi, c'est d'être assez fidèle, puisque tu seras toujours soumis en tant qu'entrepreneur à prendre des chemins rapides et puis potentiellement à oublier qui tu es. C'est pas facile. Même quand tu es quelqu'un de relativement ancré, etc., il y a bien évidemment, je pense qu'il y a dans chaque entrepreneur, il y a une part de soi-même qui est très compétitive. Parfois, on dit ouais, c'est du greed, c'est de l'avarice et tout ça. C'est pas forcément vrai. Des fois, tu prends des décisions parce que bah voilà, tu as envie c'est comme si tu fais du cyclisme, quoi. Tu vois, des fois, si tout le monde se dope, potentiellement, tu vas te dire, tu oublies et puis tu vas penser que c'est normal. Bon.
Nous, c'est vrai que ça fait pas partie. Le grand business de tous ces échanges, c'est les dérivés, donc les marchés perpétuels, etc., etc. Nous, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on a choisi d'être régulé. Notre ICO, c'était une des premières ICO qui était KYC. On a toujours compris enfin, on a toujours pensé qu'il fallait maintenir une certaine adéquation entre innover et vraiment porter l'innovation à son maximum. Et je pense qu'on fait partie des acteurs qui ont été souvent montrés du doigt en Suisse, par exemple, par d'autres acteurs qui eux-mêmes jalousaient ce qu'on faisait parce qu'ils étaient encore plus conservateurs. Mais par contre, on a toujours respecté les règles. Et une des règles, c'est d'être aussi très respectueux de ses utilisateurs. Moi, personnellement, là, je parle à titre très personnel, ce qu'a fait CZ de Binance, d'aller en prison, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé. Donc c'est vrai que effectivement, si tu compares Binance et Swissborg, même si on a commencé à 6 mois d'écart, leur trajectoire est ahurissante, mais je pense que c'est pas le style d'entrepreneur qu'on est. Donc c'est vrai que même quand on parle de BitGet et tous ces gens-là, qui sont en train d'exploser, et je m'identifie pas réellement à ça, quoi. Je pense que nous, on veut être aussi, la maison pour des gens qui ont une approche plus familiale. Je pense qu'on restera toujours un business relativement familial, et qui essaient de pousser l'innovation, mais sous contrainte, quoi, et qui sont pas prêts à défier toutes les règles. Et c'est vrai que potentiellement, tu peux faire du business en crypto et dire, voilà, je vais faire tellement d'argent que de toute façon, si j'ai des poursuites judiciaires et tout ça, je vais pouvoir les payer, mais ça vient aussi avec une certaine dynamique qui nous ne correspond pas. Donc, je pense que Swissborg, encore une fois, et ce qui est intéressant aussi en crypto, c'est que tout est en train de se métamorphoser. Si tu vois, cette année, il y a quand même une majorité du volume qui s'effectue sur des échanges décentralisés. Parce que, aussi bien que ça soit les wallets, les gas fees, l'infrastructure, la liquidité, tout a énormément évolué. Donc moi, je pense que Swissborg arrivera à guider ses utilisateurs potentiellement un jour à faire des dérivés, qui est l'enjeu principal de toutes ces plateformes, à travers des plateformes décentralisées qui rendra de facto, l'ensemble de l'expérience complètement légale. Et donc nous, on doit continuer de travailler sur ça. Est-ce que ça paiera dans 5 10 ans? C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est clair que si tu regardes les acteurs qui ont suivi ce chemin en Europe, il y a Coinbase, Kraken, Bitpanda, nous, Revolut dans un certain chemin. Nous, on a un peu le petit frère, mais il y en a très peu. Donc c'est vrai que l'exercice est difficile, ce qui veut dire que, à mon sens, à un moment, ça devrait payer parce que les barrières à l'entrée pour n'importe qui d'arriver sont de plus en plus importantes. Et nous, on reste voilà, dans ce bracket, donc dans cette catégorie qui va être de plus en plus dure à aller chercher. Et donc, du coup, on peut juste regarder qu'est-ce qu'il y a en face de nous. Et si que tu regardes Revolut, Coinbase, Kraken ou même Bitpanda, les multiples de valorisation sont astronomiques. Et je pense que si on continue de travailler sur notre image, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on doit travailler mieux. Je pense qu'on peut énormément venir titiller ces écosystèmes-là. Et donc, de facto, effectivement, pas se soucier des bitgets, mais aller directement capturer des utilisateurs de Revolut et tout ça et gagner à ce niveau-là. Ouais. Ok, et si tu dois parler aux acteurs actuellement, pas aux acteurs, mais en tout cas aux utilisateurs d'applications fintech comme Revolut, comme Fortuneo ou comme d'autres applications Hello Bank, etc. Alors même si Revolut est un cas particulier, mais au pire, les personnes qui utilisent aujourd'hui PayPal, par exemple, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces gens-là qui hésitent encore à se lancer dans l'univers de la crypto aujourd'hui? Si tu devais donner 2 conseils à des personnes et peut-être nous, nos proches qui viennent nous demander à quel point cette question est épineuse. Voilà, j'ai envie d'y aller, je sais que ça fait longtemps que tu y es, je sais les performances que tu as réalisées, mais j'hésite encore. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, deux choses. Je pense que, comme tu l'as rappelé au départ de l'épisode, c'est très important de voir ça comme une expérience, mais aussi comme une stimulation mentale. Je pense que la crypto, un des effets très positifs de la crypto, quand tu t'y intéresses au-delà du simple fait de vouloir faire de l'argent, et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis pas 100% un fan des meme coins, parce qu'il y a une partie intellectuelle qui me stimule pas, mais par contre, ce que tu peux apprendre en titre intellectuel, ta vision du monde, les questions finalement que tu t'es jamais posées. Je veux dire, Bitcoin, m'a encouragé à lire des livres que j'aurais jamais lus sur comment la monnaie a été créée. Il y a un ensemble de choses qu'on prend pour acquis dans la vie de tous les jours et qui en fait sont pas du tout des acquis, qui sont la conséquence de mouvements et qui sont en perpétuel changement. La monnaie, c'est quelque chose qui a changé à travers le temps et qui est en train de changer
et qui va continuer de se répéter. Donc, Bitcoin n'est pas un phénomène isolé. Donc, je pense que on se doit aussi, en tant qu'être humain, de toujours s'actualiser. Donc, un peu comme les softwares ou des ordinateurs, on est toujours à faire des mises à jour. Ben, je pense que nous, en tant qu'humains, on est toujours obligé de faire des mises à jour pour non seulement nous-mêmes, mais la génération à venir, nos enfants, être capable d'animer des débats qui dépassent ce que les médias nous servent sur des plateaux, qui est souvent faux, en fait. Et donc, je pense que ça, c'est un des premiers. S'il y a cette volonté de s'enrichir en tant qu'individu, la crypto va permettre à tout chacun de se poser des vraies questions qui sont difficiles de se poser quand on n'y est pas. Parce que quand j'investis dans le Bitcoin, ça y est, ça bouge et tout ça. Donc, j'ai la stimulation mentale qui va me permettre d'aller chercher vraiment l'information. Donc, ça, c'est un. Et après, donc ça, c'est le côté voilà, qui n'est pas super concret, mais qui l'est quand même. Et sinon, la deuxième chose que j'encouragerais n'importe qui à faire, donc on a cette fonctionnalité dans l'app, un peu de pub, mais il y avait un gars la dernière fois sur Twitter qui partageait, il scrollait son écran comme ça, tac, 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 et il montrait, voilà, ça fait 12 ans que j'achète tous les jours 10 $ du Bitcoin. Et je pense que c'est ça l'idée, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut mettre un budget, ça peut être 5 €, 2 €, pourquoi pas. Allez sur une application et tous les jours ou toutes les semaines, vous faites un virement dans le Bitcoin, quelque chose qui ne va pas être pénalisant. Il y a des gens qui fument, des gens qui boivent des bières, buvez une bière de moins le week-end. Il y a des gens qui font, je ne sais pas, qui grattent des tickets de loterie. Essayez de trouver cette somme d'argent, programmée et oubliée. Et je suis assez convaincu que dans 10 ans, vous allez dire, tiens, ça, c'est un geste. C'est un peu comme les gestes qui sauvent la vie. Ça, c'est un geste qui finalement, avec le temps, a énormément apporté. Donc, je pense que ces deux choses, c'est les deux recommandations que je donnerais. Ok, merci Anto pour ces précisions, un petit peu en mode dollar cost average, qui est effectivement une technique, une approche qui est énormément plébiscitée par rapport à un investissement dit non douloureux. Et d'ailleurs, chez les rois, on était parti sur un portefeuille avec notamment des layer 1 et des cryptos les plus capitalisés, quelques exotiques, en mettant chaque mois 10% de la rémunération nette d'un francophone, qui est aux alentours des 250 € par mois. Ça me fait une transition par rapport à une question, et ta réponse aussi spontanée sera la représentation complète de comment on peut percevoir aujourd'hui Swissborg, non pas par rapport à des défendeurs, non pas par rapport à des admirateurs, mais plutôt à des détracteurs. Et je vais donc te poser cette question, qui n'est pas forcément une question sans langue de bois, et sans oublier un mot, je cite. Le Borg, c'est une arnaque. Au début, ils étaient présentés comme un équivalent d'une action Swissborg, et ils ont bien explosé pendant le bull run de 2021 avant de s'effondrer. Puis, ils ont vendu des actions Swissborg, et aujourd'hui, c'est juste un pseudo-prétexte pour savoir quel niveau de frais injustifiés ils appliquent à ton portefeuille sur Swissborg. Mais ça, c'était pas suffisant pour relancer leur arnaque. Sur ce bull run, du coup, ils font des portefeuilles crypto, les thématiques comme ils disent, et à chaque fois, ils ajoutent du Borg comme pour créer un outil pour qui va acheter le token et que le reste du marché va grimper. Puisque personne n'achète et que personne ne va sur Swissborg non plus, ça nous oblige à en acheter. Bref, ils sacrifient votre rendement sur les thématiques qui ne sont pas détonnantes pour nous faire financer leur pump and dump de leur arnaque. Anthony, qu'est-ce qu'on répond à ça? Ouais, je pense que en crypto, il y aura toujours des détracteurs. Je pense que, euh, tu sais, la réalité de ce qu'on voit, c'est que on, on a tendance à assimiler le travail et tout ce qui a été fait en fonction du prix du token. Mais la réalité, c'est que c'est pas toujours le reflet de tout le travail qui est fait. Nous, on est là pour le long terme. Donc, je pense que on peut voir le Borg token comme quelque chose qui n'a pas forcément performé ce cycle parce qu'on se dit, ah, c'est pas remonté au all-time high du cycle précédent. Bon, déjà, le cycle est loin d'être terminé. Ça, c'est la première chose. Mais moi, par exemple, conceptuellement parlant, puisqu'on est dans le wealth management, euh, le wealth management, c'est la préservation du capital. Donc, ce que je dis souvent en team, en interne, je dis c'est bien de toujours regarder le all-time high. Mais combien de tokens ont fait un all-time high et ne sont jamais recover, quoi. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est que le Borg, puisque je pense que là, on a fait notre plus bas,
a fait un plus bas bien plus haut que le plus bas précédent. Et donc, c'est ça la préservation du capital. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir que le board token, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose qui s'apprécie avec une certaine résistance à la baisse, quoi. Donc, tu crées un espèce de seuil minimum parce que tu as plus de distribution, parce que l'app a grandi, parce que les gens ont de plus en plus utilisé le token, parce qu'on a burné de plus en plus de tokens. Donc, nous, on a toujours eu la vision long terme. Quand on parle après des produits au sein de l'app, les thématiques, c'est sûr que c'est pas quelque chose potentiellement pour quelqu'un qui est extrêmement expérimenté, qui lui-même sait construire son portefeuille. Potentiellement, il va pas avoir de valeur, mais tu vois, je serais intéressé de voir, par exemple, si on prend je parle de mon propre cas, par exemple, moi, j'aime pas passer du temps à louer sur des meme coins. Donc, j'ai pas du tout eu de position sur des meme coins. J'ai eu 2-3 positions que j'ai mis, mais ça a sous-performé ce que la thématique meme coin a fait. La thématique meme coin était relativement simple. Prendre les tokens leaders de la catégorie. Et finalement, c'est une thématique qui a explosé la majorité des autres portefeuilles. Et je suis sûr, enfin, j'ai pas fait l'exercice, mais si on regarde la moyenne des gens qui eux-mêmes managent leur portefeuille dans l'app et comparent à cette thématique, je suis sûr que la majorité des gens sont bien en dessous de la performance de cette thématique. Donc, encore une fois, on en revient toujours à ce débat de se dire que il y a une certaine frustration quand tu deviens un utilisateur de plus expérimenté avec ce que l'app offre. Et c'est vrai que la particularité de la crypto, c'est que si demain, par exemple, tu utilises Booking.com, la façon dont tu voyages et la façon dont à moins que demain tu gagnes au loto, mais la façon dont tu utilises une app de réservation d'hôtel, elle évolue très peu dans le temps. Tu vois, c'est à moins, encore une fois, que ta situation financière évolue au point où tu dois avoir un chauffeur, un jet privé, et cetera, et cetera. En moyenne, c'est pas ce qui arrive aux gens. Donc, par contre, en crypto, ton appétit entre le moment où tu commences et 6 mois après, il a évolué. Il peut évoluer de 10 fois à 100 fois. Donc, ta sophistication en tant qu'investisseur, la façon dont tu matures et la façon dont tu approches la crypto, elle évolue à une vitesse qui est extrêmement grande. Et Swissborg n'a pas l'ambition de couvrir tous les styles d'investisseurs. On ne peut pas, en fait, par définition. On doit s'adresser à des gens, soit qui commencent, soit, moi, je pense que c'est un peu l'image que j'utilise, c'est on a un très bon nid familial, un peu comme quand tu es enfant, tu as un certain confort à rester chez tes parents. Puis après, tu deviens adolescent, voire jeune adulte, et puis là, tu n'as qu'une envie, c'est de quitter le nid de tes parents. Puis quand tu commences toi-même à avoir une famille, tu commences à réapprécier aller chez tes parents, prendre le déjeuner du dimanche, que quand tu as 20 ans, 25 ans, probablement, c'est pas du tout le truc que tu attends la semaine. Et en fait, je pense que Swissborg s'adresse soit à des gens qui commencent, soit des gens qui ont déjà fait un peu le tour de la crypto et qui se disent, tiens, c'est quand même les gars, ça fait 7 ans qu'ils existent, ils sont sérieux, ils ont des licences, je peux mettre mon argent, je peux mettre des sommes d'argent significatives et puis dormir bien la nuit. Et puis, je peux avoir voilà, je peux avoir du yield, je peux avoir quand même un certain degré d'aisance, voilà, qui me permet de gérer, mais sans que je dédicace toute ma vie à essayer de faire ça par moi-même. Et donc, du coup, nous, on s'adresse vraiment, je pense, à des gens qui ont fait un peu le tour, qui ont vraiment un gros degré de maturité, qui comprennent toute la valeur de la plateforme, ou à des gens qui commencent et qui ont besoin vraiment de cette facilité. Tout ce qui est au milieu a tendance à avoir ce genre de comportement. Euh, mais bon, encore une fois, je pense que si on prend la classe des ICO et le chemin qu'on a parcouru, bien évidemment, il y a des AV, des MakerDAO, même des Binance, qui ont une trajectoire encore plus fulgurante que ce qu'on a eu. Mais je pense qu'on se comporte par rapport à la moyenne de l'industrie comme très certainement le haut du panier. Donc, il y aura toujours des détracteurs. Il y a certainement des choses qui sont vraies, comme dans toute critique. Mais moi, je reste assez fier quand même de ce qu'on a fait et de ce qu'il nous reste à faire. Merci pour toutes ces précisions. On arrive maintenant au terme de notre échange, Anthony, et j'ai une nouvelle fois été très heureux de partager un moment avec toi. Mais juste avant de se quitter, rappelle-toi, il y a 1 an, jour pour jour, tu nous avais partagé, sans formalisme ou certitude, 4 projets, tes 4 projets les plus exotiques sur lesquels tu étais exposé. En commençant par Tao Bitensor IA, qui depuis notre dernière rencontre a performé de plus 109%. On a parlé également de LivePeer, également dans l'idée de l'IA, avec plus 214% de performance sur les 12 derniers mois. Et LivePeer est disponible d'ailleurs sur l'application Swissborg. On a parlé également de AKT, aussi en IA,
plus 160%. Et également une crypto exotique que je ne connaissais pas à l'époque, IMGNAI, moins 40%. Bon, relativement parlant, plutôt positif, une performance équipondérée de 110%, les rois se reconnaîtront, alors que le marché crypto-pépites exotiques, ce qu'on appelle nous chez les rois le Other, donc on sort les 10 cryptos les plus capitalisés hors stablecoin, a lui représenté 132%. Ce qui est très drôle, c'est qu'en tentant d'essayer de trouver des crypto-pépites très peu capitalisés pour tenter de faire des coefficients multiplicateurs exacerbés, on se retrouve souvent à surperformer le marché si on avait tout simplement investi dans un indice crypto ici, même si pas si évident de les trouver, mais les thématiques le ressemblent. En somme, si j'étais ici positionné avec 50 $ sur ces 4 cryptos, j'aurais eu 425 $ aujourd'hui ou 460 si j'avais fait un indice crypto. Aujourd'hui, Anthony, est-ce que tu souhaites arbitrer, changer une, peut-être plusieurs crypto-monnaies, pourquoi pas toutes tes crypto-monnaies? Dis-le-moi. RWA, GameFi, DeFi, SocialFi, SDEPIN, à toi de me dire, ou est-ce qu'on reste sur l'intelligence artificielle? Si tu devais modifier par rapport à Tao, IMGNAI, LifePeer ou encore AKT, qu'est-ce que tu modifierais? Qu'est-ce que tu garderais? Ou vers quelle crypto-pépite tu te dirigerais aujourd'hui? Ce sera la dernière question, Anthony. C'est à toi. Voilà, on arrive à la phase de marché dans laquelle je serai le moins confortable. C'est dommage qu'on ne s'est pas vu en janvier, parce qu'après, j'ai aussi investi dans un truc qui s'appelle Virtual, qui a explosé. Donc, bon, ça faisait partie un peu de la thématique AI Agent. Ouais, là, il y a eu une telle inflation, c'est pas évident, hein. Pour être 100% honnête, moi, j'ai reconcentré beaucoup mon portefeuille parce qu'après, il y a beaucoup de distractions. C'est vrai que, tu vois, quand tu prends des valeurs comme Imagine AI, à l'époque, tu n'as pas beaucoup de tokens qui donnent une expo à de l'AI. Donc, ça fait partie des toutes petites capitalisations. Effectivement, il faut suivre parce qu'après, il y a d'autres choses qui sortent, la méta change, comme on dit, etc. Bref. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que, ouais, si je devais faire des arbitrages, je pense que AKT, potentiellement, c'est quelque chose que je commencerai à liquider. Imagine AI aussi, je ne pense pas que c'est un projet qui va continuer de monter. Je pense que LPT, c'est quelque chose que tu peux garder, Tao aussi. Et puis, il y a un projet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un bon compétiteur de Tao, ce qu'on voit aussi avec Hyperliquid et potentiellement ce qui va se passer là avec les PG Penguins, c'est que tout ce qui est airdrop très bien fait, fair launch, c'est quelque chose qui va extrêmement bien marcher. Tu as quelque chose qui s'appelle How Computer, qui peut pas s'acheter aujourd'hui, Mint, quand tu stacks des Ethereum. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais. Tu peux stacker des Arweave, Ethereum ou DAI. Donc c'est la team de Arweave qui fait ça et qui, je pense, est un sérieux compétiteur de Tao. Donc c'est typiquement quelque chose sur lequel j'irai. Ça va être difficile de faire une prédiction dans un an quand on va se revoir parce qu'il n'y a pas de prix. Ça va être lancé en février. Mais je pense que le rendement sur les Ethereum va être relativement cool. Mais comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que là, on rejoint si tu es que dans la recherche de performance, je pense que Bitcoin l'a montré. Moi, je pense que j'ai underperform Bitcoin sur mon portefeuille, même si j'ai pas mal de Bitcoin. C'est potentiellement la rotation, c'est quelque chose qui te stimule intellectuellement, mais qui va pas délivrer de la performance, à moins que tu fasses ça à grande échelle et que tu sois tout le temps en train de switcher. Et c'est pas forcément quelque chose de compatible si t'en fais pas ton métier à 100%, quoi. Merci beaucoup, Anthony. Je vous mettrai d'ailleurs ce nouveau projet. Peut-être apparaîtrait-il dans un alpha deal. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Si tu peux nous le dire, n'hésite pas à nous le partager. Je vous donne le mot de la fin. Vous savez, à notre grande habitude, on aime bien planquer des petites choses pendant tout ce mois de décembre, notamment vis-à-vis du calendrier de l'Avent. Depuis le début du mois, on tente de faire gagner 50 $ par-ci, 25 $ par-là. Et je vous ai planqué un petit goodies du côté de Swissborg dans cette vidéo. Et si vous arrivez à le trouver, le premier à le trouver recevra la possibilité de dépenser sur la marketplace Shopee de Swissborg 150 $ de casquettes, de caleçons ou encore de t-shirts. Si vous l'avez loupé, je vous invite à retrouver ça dans la vidéo. Également, vous êtes peut-être maintenant nombreux à vouloir passer le pas de la crypto-monnaie si vous venez de nous découvrir au sein de la communauté ou si vous venez juste de découvrir Swissborg et à quel point c'est facile
de créer un compte. C'est pour ce que dans les 3 prochains jours, donc dimanche soir à minuit, se fermera cette proposition. Toutes celles et ceux qui s'inscriront et inscriront un nouveau compte Swissborg recevront une garantie de 25 $ en Borg. Et c'est une redistribution de l'ensemble des frais d'affiliation qui ont été directement dirigés sur la communauté des rois que je vous redistribue avec grand plaisir. On doit le limiter bien évidemment, sinon ce serait peut-être un petit peu trop exagéré, mais on peut le monter jusqu'à 100 personnes qui souhaitent tout simplement s'inscrire au sein de Swissborg. Et vous savez que si vous passez par mon lien dans la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir un petit ticket à gratter entre 1 et 100 $. Et ici, je vous garantis 25 $ en Borg d'ici 3 jours. Pour en profiter, c'est maintenant. Merci Anthony pour cet échange. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi de partager ce moment avec moi et avec l'ensemble de la communauté des rois. Je te laisse le mot de la fin. C'est à toi. Bah, écoute, c'est toujours un plaisir de venir. Je pense qu'on va en faire une tradition. Moi, on n'a pas trop parlé du cycle de marché. Je reste quand même relativement optimiste, mais je pense que très certainement, bientôt, on sera un peu dans ce scénario 50-50, c'est-à-dire que les perspectives de gains sur les majors vont être assez équilibrées avec les perspectives de perte, enfin pas de perte, mais de potentiellement de return. Donc, j'encourage aussi les gens de la communauté. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Il faut savoir prendre des profits aussi. Il faut savoir arbitrer son portefeuille de temps en temps parce que c'est vrai que dans les phases, comme je crois la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait cet épisode, il y a des opportunités extrêmement intéressantes. On va revoir, je pense, des distress markets. Donc voilà, ça c'est un peu le mot de la fin. Et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde et notamment à toi. Et voilà, à bientôt. Merci beaucoup Anthony pour ce mot de la fin. Si vous voulez retrouver le premier épisode partagé en 2022 avec Anthony, vous l'avez tout de suite qui s'affiche sur l'écran. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire de savoir ce que vous en avez pensé. Et pour nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.